Bonjour à tous. Alors précédemment, on avait vu comment on a installé Proxmox sur un serveur physique, comment on a installé Debian en machine virtuelle sur ce serveur Proxmox, dans l'idée de mettre en place une solution domotique qui me permette de récupérer des valeurs de capteurs comme la consommation de gaz, de mettre à jour mes têtes thermostatiques de radiateur pour régler la température de mes pièces, etc. quoi. Donc là, la prochaine étape, ça va être justement de mettre en place ces différents outils en fait qui nous permettent de communiquer sur, sur le Debian qu'on a installé sur la machine virtuelle, quoi. Donc déjà, il faut savoir comment fonctionnent les périphériques de domotique avant toute chose. La plupart en tout cas, la plupart de ceux que j'utilise se basent sur un protocole qui s'appelle Zigbee. Alors Zigbee c'est quoi? C'est un peu l'équivalent du Bluetooth ou du Wi-Fi en fait, c'est un protocole sans fil, mais qui pour le coup est un peu plus adapté en fait à la domotique parce qu'il consomme moins d'énergie quoi, et il n'est pas du tout fait pour des débits similaires à ceux du Wi-Fi par exemple, mais bon pour des capteurs de température ou des sondes thermostatiques de radiateurs, ça suffit largement quoi. Du coup, la première chose à faire en fait, c'est de mettre en place un système qui va permettre de récupérer de récupérer en fait ces ondes et de pouvoir les interpréter. Eh bien pour ça, il faut une antenne adaptée. Alors je vais vous montrer la mienne. Moi, j'ai récupéré cette antenne en fait de la marque Sonoff. Sonoff, c'est une marque qui est assez connue hein, dans le monde de la domotique. Hop, alors attendez, ouais voilà. Donc c'est quoi? C'est simplement un petit device hein, de ce genre-là qui peut se connecter en fait en USB donc sur le serveur. Et puis ensuite, on verra pour récupérer en fait les signaux depuis un logiciel qu'on installera sur celui-ci. Alors, je peux déjà vous donner le nom de ce logiciel, hein, celui qui est utilisé le plus couramment en fait dans le monde de la domotique do it yourself, c'est Zigbee to MQTT. MQTT c'est quoi? En fait, il s'agit d'un autre protocole en fait de messagerie en fait qui est qui est plus connu en fait, qui est plus populaire voilà dans le monde de la gestion des données des données sur Linux quoi. Donc ensuite, on va pouvoir utiliser ces messages MQTT pour pouvoir en fait les interpréter dans d'autres logiciels, quoi. Bon, la première étape du coup, ça va être de brancher cette clé sur le serveur. Je vais le faire physiquement. Je vais le faire physiquement. Je vous reprends juste après. Et ensuite, on installera Zigbee to MQTT sur le serveur Debian qu'on a installé la dernière fois. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, je viens de le brancher. Je vais vous mettre sur la vue de mon SSH, du coup, du conteneur Debian sur mon petit serveur de domotique. On va voir si la clé est à présent visible. ESP. Voilà, et on ne la voit pas. Excellent. Je vais voir si c'est pas un problème peut-être au niveau de l'hôte. Là, comme dit, en fait, on s'est connecté sur le serveur domotique. Je vais juste voir ce qui se passe si je me connecte à la place sur le 160. En route pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis planté dans mon mot de passe ou quoi? Ok, LSUSB. Zigbee. Ok, alors là on le voit, donc il est visible sur l'hôte, mais il n'est pas visible sur le conteneur enfant. Donc il va falloir que je vois comment je vais pouvoir passer à Proxmox l'information comme quoi la VM doit avoir accès finalement à ce périphérique USB, quoi. Ouais, du coup, si on veut rajouter en fait ce périphérique à la VM, en fait, on va pouvoir a priori le faire depuis la partie hardware de Proxmox. Ok, là, en fait, on définit, bah oui, les différents composants en fait auxquels notre machine virtuelle a accès. Et là, du coup, je devrais pouvoir ajouter un device USB. Ok. Splice port, use USB port. Ok, donc on va pouvoir faire ça, je pense. Ok, donc là en fait, je vais pouvoir spécifier en fonction des devices qui sont connectés en fait à la machine physique, lesquels vont pouvoir être accessibles à notre VM de domotique. Donc on récupère le dongle Zigbee, ça m'a l'air bien. Ok.
Voilà, et du coup maintenant, on va voir ce qui se passe si je refais un ls USB depuis mon conteneur enfant. Et je ne sais jamais taper deux fois dessus mon mot de passe visiblement. Ok, ls USB et on a bien le dongle qui est présent. Ok, cool. Donc voilà, on a réussi à accéder à notre antenne depuis la VM Debian. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'installation de Zigbee to MQTT. Alors pour l'installation de Zigbee to MQTT, en fait, ce que je vais faire là, alors pour l'installation des différents services de domotique sur cette VM, on va passer par Docker en fait. Alors ouais, c'est peut-être un peu bizarre de se dire que on a une VM et dans la VM on utilise des composants Docker, mais je trouve ça pas forcément déconnant en fait dans la musique, dans la mesure où la plupart de ces projets en fait fournissent déjà des conteneurs Docker qui officiels et qui fonctionnent, donc autant les utiliser tels quels. Et le fait de cloisonner ça dans une seule VM en fait, bah, ça permet quand même de conserver finalement une certaine homogénéité. Enfin tout, au moins on sait que tout ce qui touchera à la domotique sera sur cette image Debian. Ça évite d'avoir trop le bazar sur l'hôte et en même temps en fait avoir des VM en plus, enfin avoir des conteneurs en plus sur cette VM en soi, c'est, ça permet encore une fois de ranger les applications ensemble, quoi. Parce que le principe, ouais, c'est ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec les conteneurs, c'est globalement un peu un système similaire à la virtualisation, quoi. En général, et surtout sur Proxmox, en fait, on peut lancer des conteneurs LXC en fait directement depuis l'hôte. Donc une solution, ça aurait peut-être été de faire un conteneur en fait par application de domotique, donc un conteneur Zigbee to MQTT, un conteneur, je sais pas qu'est-ce que j'avais prévu d'utiliser d'autres, Mosquito, un conteneur pour PostgreSQL, etc. D'avoir tout ça accessible depuis l'hôte en fait, euh, horizontalement quoi. Moi j'ai plutôt choisi quand même de segmenter en fait ces différentes applications dans une seule VM. Bref, c'est un peu le problème de l'informatique, hein, c'est qu'il y a 36 façons de faire les mêmes choses quoi. Après il va bien falloir à un moment statuer sur une façon de faire. Ça m'avait l'air là d'être le plus simple, quoi. Donc ok. Du coup, ouais. Déjà, on va installer Docker. En fait, ce serait un bon début, je pense. Donc pour cela, je me suis fait un petit script avec les commandes install, ok, docker.io et docker compose. Voilà, on installe ce qu'il faut. Ensuite, on active Docker et on le lance directement en fait quand on l'active, c'est-à-dire qu'il sera lancé en fait de base quand on démarre le serveur et là on le démarre aussi pour le moment. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va voir comment installer Zigbee to MQTT. Alors ça, on peut aller le voir sur la documentation officielle de Zigbee. Je vais vous partager le lien. Voilà. Donc, le mieux ça va être ça. Voilà, on a différentes façons de l'installer. Nous, on va utiliser l'image Zigbee to MQTT au sein d'un conteneur Docker Compose d'ailleurs, hein. Je n'ai pas parlé encore pour le moment, mais Docker Compose, c'est un système qui permet simplement de lier entre plusieurs conteneurs. Ça permet d'avoir un fichier de configuration uniforme qui nous permet en fait de démarrer tout un projet. Là, on va partir du principe que mon serveur de domotique sera un projet en entier, c'est-à-dire que quand je le lancerai, je lancerai le service Zigbee to MQTT là qu'on va installer, le service Mosquito qu'on va installer après, PostgreSQL, etc. Toutes ces applications en fait seront lancées de façon uniforme dans un même sous-réseau de façon à ce à ce que les différentes applications soient accessibles l'une entre elles. Et c'est pareil, c'est plus simple de backuper aussi puisque du coup on a juste à faire un backup finalement de ce fichier de configuration là pour pouvoir directement déployer toute notre stack applicative quoi. Du coup, là, on a la commande. Si on voudrait installer un conteneur Docker en standalone avec Zigbee to MQTT, il suffit de lancer cette commande en fait, hein. On voit qu'on crée le conteneur qui s'appelle Zigbee to MQTT, qu'on lie justement le périphérique USB correspondant à notre interface
enfin à notre antenne Zigbee, voilà, l'inaccessible conteneur, quoi. On passe un schéma qui va contenir les données en fait qui sont présentes en fait sur le serveur à la VM. Et enfin le plus important, là en bas on voit le nom de l'image Zigbee to MQTT en fait. Donc celle-ci on pourrait aller la voir hop, comme ça. Donc là en fait finalement c'est cette image là qu'on va installer. Alors je sais pas si vous êtes à même avec le fonctionnement de Docker, mais en gros il doit y avoir un Dockerfile en fait quelque part correspondant à ce projet-là, qu'on peut probablement voir sur le site Docker Breed. C'était quoi? Docker Hub, je crois, je me rappelle plus. Ouais, ça doit être ça. Là, si je tape le nom de l'image, ok. Ouais, voilà, c'est cette image-là. Donc, c'est toujours pareil en fait, hein. Il y a plein de personnes qui vont vous dire qu'installer une image Docker faite par une tierce partie, c'est s'exposer à des risques de sécurité éventuels parce qu'on ne sait pas qui l'a conçu, qui l'a créé, ce qu'elle emmagasine réellement. C'est vrai, mais bon, le problème c'est que c'est vrai aussi pour des paquets Debian, les paquets APT par exemple. Bah, c'est pareil, c'est un mainteneur qui le crée, on sait pas trop ce qu'il contient. Là, c'est pareil quand on rajoute des sources alternatives pour installer nos packages, bah, on sait pas non plus qui les écrit. Donc bon, c'est un peu compliqué, à un moment il faut bien faire confiance à quelqu'un. Là, si on va sur le site officiel en fait d'un gros projet qui nous présente une image Docker comme étant la méthode fiable d'installation du logiciel, et qu'en plus on voit que cette image est utilisée par plus de 100 millions en fait d'installations, on peut partir du principe qu'elle a l'air quand même suffisamment légitime pour être utilisée, quoi. Donc, euh, donc ouais, voilà, on va l'utiliser en fait telle quelle, sans forcément chercher à comprendre ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, sauf que nous, on va utiliser, bah voilà, on va utiliser le service Docker Compose qui est présent là en dessous. Hop. Alors, on va écrire un fichier Docker Compose. Alors moi, je vais le garder en fait en mémoire. Ce que je fais en fait, attendez, je vais vous montrer. C'est que j'ai en parallèle en fait de cette vidéo un petit serveur Obsidian que j'utilise pour documenter finalement tout ce que je trouve en fait sur bah, la façon en fait dont j'installe ce serveur en fait pour pouvoir ensuite bah, après récupérer des informations sur comment j'ai fait, sur les réflexions que j'ai eues pour savoir quel logiciel utiliser pour simplement pouvoir débugger plus facilement ou pour pouvoir bah, si par exemple dans 6 mois je retourne sur ce projet qui a un truc qui marche pas, comprendre un peu où je voulais en venir quoi. Mais en plus, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était plus euh, le répertoire complet en fait qui va contenir bah, à la fois la documentation là que je vous ai montré en fait sous Obsidian, donc sur un serveur Git, mais en même temps, je vais avoir en parallèle bah, des petits scripts qui, euh, qui vont me permettre bah, soit d'installer tout le système. Donc là, on voit en fait finalement les commandes que je vous ai faites, que j'ai tapées avant en fait dans le terminal. Je les mets dans un fichier, dans un shell script à côté, de façon à ce qu'ensuite, bah, si jamais pareil, hein, j'ai un problème quelconque, j'aurais qu'à exécuter ce shell script là pour en fait récupérer un système qui ressemblera au système que j'avais installé de base, quoi. Alors sachant que bah, dans 90% des cas, quand je vais lancer ce script, il va planter pour une raison ou une autre à un endroit. Le fait que je vois quand même toutes les commandes écrites l'une à la suite de l'autre, ça me permettra facilement de gagner pas mal de minutes en fait bah, pendant cette procédure de réinstallation, parce que même si il y aura effectivement des problèmes pendant l'install, j'aurai quand même la liste exhaustive des commandes que j'aurais tapées, quoi. Bref, tout ça pour dire que on peut déjà avoir du coup notre service Zigbee to MQTT là que j'ai récupéré bah, de la doc, hein, c'est celui-ci, c'est le même. Donc moi je l'ai simplement mis déjà dans ce fichier là qui ensuite va être déposé sur le serveur. Donc le nom il va s'appeler Zigbee to MQTT, l'image c'est celle qu'on a vue avant. Restart unless stopped, ça veut dire que si le serveur si le conteneur se crash pour une raison ou une autre, il sera redémarré. Les data, ok, donc effectivement là il y a une commande que j'ai pas encore lancée, c'est je dois créer data to Zigbee to MQTT sur le serveur, ça va être le répertoire qui va en fait contenir les données Zigbee.
-p data zigbee to MQTT. Donc pourquoi je mets ça dans data en fait? Moi c'est simple, après je vais backuper tout ce qui est dans data. Globalement je vais pas me poser de questions et tout ce qui sera dans data en fait ça sera des données qui doivent être sauvegardées parce que c'est à des serveurs de base de données, c'est des configurations, c'est des trucs qui sont pas forcément présents dans Git et dans mes fichiers de configuration que je vais backuper à côté et que je vais devoir réinstaller en fait éventuellement dans le nouveau dossier data en fait d'un nouveau système si je veux dupliquer, dupliquer le système ailleurs en cas d'avarie sur celui-ci quoi. Ouais. On expose le port 8080, pourquoi? Pour pouvoir avoir l'interface web de Zigbee to MQTT en fait. Environnement, ok, c'est la time zone, c'est bon. Là maintenant par contre, je vais devoir trouver le périphérique correspondant à ma clé Zigbee. Donc on est dans dev, c'était quoi? Dev serial, ok. By ID. Et là on a quoi? Ok, on l'a là. En fait, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, je crois, tout ce qui est présent en fait dans /dev, dans le système de fichiers Linux, c'est pas des vrais fichiers, hein, en fait, c'est simplement une interface que nous met à disposition le système d'exploitation pour pouvoir récupérer des informations sur le système en fait. Donc là on peut voir que le fichier entre guillemets qui nous permet d'interagir avec le dongle Zigbee, bah, c'est celui-ci en fait, hein, c'est dev serial by ID et le nom et puis le nom de l'ID du périphérique quoi. Si je fais un echo là-dessus par exemple, je suppose que je serais censé envoyer des données dans les airs et pareil si je fais un cat, je suppose que je suis censé récupérer des données qui proviendraient de l'atmosphère en fait, des ondes Zigbee quoi. Alors je pense qu'en réalité c'est pas si simple, il faut passer par des drivers, mais bref, vous m'avez compris. Ok, donc en fait là on était bon, c'est juste ce truc là que je dois changer. Hop, et je vais le changer par ceci. Ok, voilà. Alors pour le moment, ce fichier là il n'est pas du tout synchronisé avec le serveur. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le copier-coller. Hop, des fois ça marche bien aussi, hein. Pas besoin d'inventer des solutions trop alambiquées. Pareil, je vais le faire dans data, faire un mkdir docker compose, voilà. Docker compose.yaml, vim n'existe pas, apt install vim, oui. Ok, on colle le fichier. Là par contre, vous voyez, j'ai fait une commande, j'ai créé un nouveau fichier dans data. C'est data docker compose. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais aller dans mon fichier d'installation, je vais le recopier là. Déjà ça, Zigbee, c'est à partir de là. Hop, installation. Voilà. Comme ça, on a tout l'historique des commandes que j'ai tapées. Ok. Et maintenant, on va lancer le fichier. Donc, on fait un docker compose up. Ça va nous récupérer l'image. On la télécharge. On télécharge les différentes couches de celle-ci. Ok, ça a lancé le serveur. Donc là, on voit que le répertoire AppData existe, c'est bon. Il a lancé le watchdog et que maintenant la page de configuration de Zigbee to MQTT est disponible à cette adresse. Alors moi du coup, comme j'ai bridgé le port 8080 du conteneur sur la VM Debian, je suppose que je devrais y accéder. Ok, nous y voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous demande là? Voilà, quel device on veut utiliser comme antenne Zigbee? On va prendre celui-ci.
Coordinateur adapteur. Ouais. TTY ACM0, ça doit être l'interface qu'on peut aussi utiliser dans Dev. Ça, je pense que c'est bon, je sais pas trop. Close Wi-Fi channel. Ok, ok. Enfin, le topic, pardon, ça doit être la catégorie dans laquelle appartiendront les messages MQTT qui proviendront de Zigbee to MQTT. Donc pareil, on peut laisser ça comme ça, je pense pas que ça soit un problème. MQTT server, c'est pareil, on va laisser la même adresse. Globalement, là, ça va être d'autres services comme Mosquito qu'on verra ensuite, que va devoir utiliser pour pouvoir récupérer concrètement les messages et en faire quelque chose, quoi. MQTT user password, c'est pareil. Dans le protocole MQTT, on peut spécifier en fait des mots de passe et utilisateurs pour éviter que tout le monde ait accès aux messages. Mais là, les messages MQTT, en fait, ils seront présents qu'en local. Rappelez-vous, dans les airs, en fait, ça va être du Zigbee qui va, qui va être envoyé et réceptionné. Ce protocole Zigbee va être récupéré par Zigbee to MQTT et va ensuite être converti en MQTT sur le serveur MQTT qui tournera sur le port 1883 du conteneur Zigbee to MQTT. Et ensuite, en fait, ça sera mes différents services qui vont se connecter sur ce serveur-là pour réellement utiliser MQTT, en fait. Donc, a priori, ça sera que des services locaux qui tourneront en fait au sein de mon projet Docker Compose qu'on a vu avant. Donc, il n'y a pas de raison de mettre de mot de passe, quoi. Front-end enabled, c'est cette page-là. Bon, on va pouvoir la laisser activer pour le moment. On verra bien si à terme on la désactivera, quoi. Je n'utilise pas Home Assistant, donc on n'a pas besoin de ce truc. Log level information pour le moment, bon, ça m'a pas l'air déconnant, quoi. Ok, bon, on valide et on va voir ce qui va se passer. Ok. Ah oui, ok. Non, en fait, ce n'est pas bon ça. Pourquoi j'ai cette page trafic? C'est parce que sur mon interface localhost, j'ai aussi enfin, j'ai pas mal de serveurs j'ai toute une stack en fait de développement qui tourne. Comme je suis développeur web, j'utilise Docker et Trafic pour pas mal de mes projets. Donc là, en fait, ce n'est pas du tout l'endroit où nous voulons aller, mais c'est sur 192.168.1.16, comme dit, qui correspond à l'adresse de mon serveur de domotique, quoi, plutôt que localhost. 16 ou 17. En tout cas là, oh là là, visiblement, il s'est passé quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'on voit là dans les logs? Et donc là, c'est pareil, là, qu'est-ce que c'est que cette page? En fait, c'est les logs en fait de Docker Compose en fait, hein, du conteneur qu'on vient de lancer, Zigbee to MQTT, on voit le nom du conteneur, on voit les différents logs, et là on voit qu'il y a eu un problème. Ok, alors d'après ChatGPT, le problème vient du fait que le firmware de mon adaptateur est trop vieux en fait. Il ne supporte que la version 8 de EZSP, alors que mon serveur Zigbee to MQTT ne supporte que les versions 13 à 18. Bon, ben je vais devoir mettre à jour mon firmware, hein, a priori. On va voir comment faire ça. Ce lien pourrait être utile. So you toggle into another USB port, then click on the connect button. Ah ouais. Bon bah écoutez, on va tester ça, hein, je pense. Est-ce que ça fonctionne directement? Ah ok, ça fonctionne directement depuis le navigateur, quoi. Je vous montre. Je peux pas montrer. Je peux pas bouger la fenêtre, c'est dommage ça. Je l'ai perdu, voilà. Ok, bon bah on annule. Du coup, ce que je vais faire, je vais récupérer la clé, je vais la brancher dans mon Mac, et puis on va voir si je vais pouvoir mettre à jour le firmware en passant directement par cette page. Me revoilà, j'ai branché mon antenne sur le Mac, on va voir si à présent il le voit. Il le voit, excellent. Du coup, je clique sur Connect. Là, en fait, vous voyez pas la pop-up, je peux pas la changer de position, c'est un peu nul ça, y a pas un truc... Je peux rien faire, quoi. Qui me présente simplement, en fait, c'est l'interface Chromium, en fait, hein, qui demande... qui dit que le site dangle.9.tech tente de se connecter à un
port série et là je vois bien effectivement le dongle Sonoff en fait dans la liste. Donc je clique sur connexion. Et puis il ne se passe rien. Alors qu'est-ce que c'est bien, vu la technologie, hein. Ok, je souhaite se connecter. Bon là ça a l'air de fonctionner, detecting firmware type. Ok, donc il me dit que le firmware courant est le 6.10.3. Il me propose de le changer en 8.0.2. Ok, quel firmware guidance, donc attention, attention, after upgrading your device, firmware. Ok. Je vais prendre une capture d'écran de ce truc au cas où. Voilà. Ensuite, on me dit qu'on va devoir changer en fait. Ok, c'est bizarre ça. On do not use adapter Amber directly after upgrading. Bon, moi, vu que j'ai pas de backup, vu que je viens d'utiliser pour la première fois cette antenne, j'aurais pas avoir le problème, mais bon, on verra bien. Du coup, on flash le firmware. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple hein, quand même. Ok. Et ben, je vais juste vérifier maintenant ce qu'il me dit si je tente de me reconnecter. Je me reconnecte, on va voir s'il va me détecter un nouveau type de hardware. Ok, c'est bon. Et le nouveau firmware, c'est le même que l'ancien. Donc on va partir du principe que le flashage s'est bien passé. Donc je vais rebrancher la clé dans le serveur. Alors, c'est branché. On va voir ce qui se passe si je relance. Ok, on est toujours connecté donc à. Enfin, Zigbee to MQTT est toujours lancé. Par contre, je vais peut-être le relancer. Comme j'ai débranché la clé que je l'ai rebranchée, on va voir si elle n'a pas changé d'identifiant. Non, ça a l'air bon. Ok, donc je vais me reconnecter là. On retourne sur l'onboarding. On recharge à la page. Ok, on a toujours le device qui est là. Du coup, faut pas le lancer en number. On nous a dit qu'il faut le mettre en Z-stack, je sais pas quoi là. C'était quoi le truc? Je cherche le screenshot. EZSP. EZSP que je n'ai pas. Bon écoutez, on va lancer Ember directement. De toute façon, a priori, le seul problème qu'on peut avoir si on lance en Ember directement, c'est que nos backups ne seraient pas reconnus. Sauf qu'on n'a pas de backup. Donc on va relancer ça. MQTT server, ok, c'est bon. Ok, écoutez, on va le lancer, hein. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Ah ben, ça m'a l'air... Ah bah non, il a de nouveau craché. Mais c'est marrant parce qu'il les a... Alors, effectivement, on était en number. Manufacturer serial number, ok. Mais je comprends pas EZSP, je crois que... Bon écoutez, je ne sais pas trop. Serial port... Error. MQTT failed to connect. Ok, il faut d'abord créer le serveur Mosquito en fait. Bon ok, ça a craché mais pour une raison qui est moins chiante que celle d'avant en fait. Avant le firmware était pas bon. On n'avait pas la bonne version. Maintenant, on ne se connecte pas parce que le serveur MQTT n'existe pas. Logique, en fait, on l'a pas encore créé. Moi, je pensais créer d'abord le serveur Zigbee to MQTT, mais bon, visiblement, ce qui est pas forcément déconnant, on peut pas créer, on peut pas créer le serveur. Enfin, on peut pas lancer Zigbee to MQTT avant d'avoir le serveur MQTT. Donc, on va faire ça directement. J'avais noté quoi dans ma documentation d'avant install. Donc, Zigbee to MQTT, on y est. Ouais, je voulais utiliser Mosquito du coup comme serveur. Alors là, j'avais une install qui m'avait l'air d'être directement depuis le Debian.
Ah, c'est marrant ça, je pensais pas qu'on avait accès direct au serveur, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire moi? Je pense que c'est quand même plus propre de le lancer depuis Docker Compose aussi, comme le reste en fait, ça va être moins error prone. Ok, donc on a une image Docker qui existe, je pense que je vais plutôt passer par là-dessus, c'est pareil, on voit que c'est une image qui a été téléchargée plus de 500 millions de fois, donc elle est quand même, elle a quand même l'air d'être assez solide quoi. Donc voyons voir comment on doit configurer cette install pour utiliser l'image. Alors déjà, on va lancer installation of Mosquito. Ok. Là, on va créer, donc dans la configuration Docker Compose initiale, on va rajouter un service qui va être celui correspondant à Mosquito. Container name, on va l'appeler Mosquito également. Image, c'est là où on va récupérer du coup. Ah, je me trompe. Pareil, on redémarre le serveur automatiquement. Les volumes maintenant. Donc moi déjà, data Mosquito, je vais en faire quelque chose, mais quoi? Persist data to Mosquito slash data log to Mosquito log Mosquito. Ok. Add the following to Mosquito conf. Ben oui, c'est le but en fait, parce qu'effectivement, de base en fait, un conteneur Docker, s'il est relancé, les données sont pas persistées en fait, hein, ce qui n'est pas en fait contenu dans des volumes qui sont présents ailleurs que dans le conteneur Docker même. Bah, ça sera perdu au prochain reboot. Donc effectivement, ouais, si on veut que les datas soient persistées, en fait, il faut s'assurer que le slash mosquito en fait soit sur un volume. Donc en fait, on va faire ça, hein. Ce que je veux dire par on va faire ça, c'est que notre data mosquito va être représenté, va être bindé dans le conteneur sur slash mosquito. Comme ça, en fait, nous, on va récupérer toutes les données propres au système à cet endroit-là, quoi. Et puis, et ce truc-là dans le mosquito conf, mais le mosquito conf, il faut être mosquito config. Ok, donc on a un slash mosquito slash config. Donc ce qu'on va faire en plus de ça, je vais faire un dossier rootfs. Ouais. Ensuite, je vais préciser le nom de l'image Docker. En fait, rootfs, ouais, c'est ça, ça va être le. Alors, est-ce que je vais appeler ça rootfs ou juste data? Finalement, c'est pas forcément des. Je vais les appeler data. Ensuite, le nom du service Mosquito. Et ensuite, c'est juste config, c'est pas config pour quelque chose. Config. C'est un répertoire du coup. Mosquito.conf, ok. Donc ça va être config slash mosquito.conf. Bon là je suis en train de faire des copier-coller un peu dégueulasses de tous mes fichiers en fait entre ce projet et puis mon serveur. À terme, l'idée ça sera de synchroniser ce répertoire Git avec le système de fichiers de mon serveur pour éviter de faire cette double saisie quoi. Mais bon là pour le moment c'est pas encore fait donc on va s'en contenter, hein. Ce n'est pas forcément très grave, par contre j'arrête pas de me tromper de. Ok.
Ok, c'est tout ce qu'on a à lancer, quoi. Et ensuite, le port, bah, c'est 180, c'est le 1883, quoi. Donc là, c'est pareil, je vais configurer ça dans le Docker Compose. Volume, on a que ça. Port 1883. 1883. Attaché. Environnement device, on n'en a pas spécialement besoin, je crois. Juste revérifier le port. 1883, ok. On a tout ce qu'il faut du coup. Juste une espace. Un seul ligne, pardon. 83 data mosquito, ok, donc slash mosquito, un truc à faire encore, c'est que là notre data mosquito sur le serveur est vide, alors que nous, mosquito, c'était quoi con, mosquito.conf, hein, c'est ça, mosquito.conf, ouais, on lui copie. Ok, bon alors maintenant, on va voir ce qui va se passer, mais normalement le serveur Zigbee to MQTT va se lancer, le serveur Mosquito va se lancer, le serveur Mosquito va être accessible au port 1883, donc Zigbee to MQTT devrait pouvoir y accéder une fois qu'on va vouloir persister la configuration, quoi. Hop, Docker Compose, hop. Il est où l'autre? Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'encore une fois, c'est pas très pratique ça, hein. C'est pas un truc auquel je suis habitué, mais bon, il faut que je copie ces trucs manuellement. Je pense que très vite, une fois ce système en place, ce qu'on fera, ça sera d'automatiser ce déploiement, quoi. Ce que j'ai fait... Ah, il manque un... ok. Voilà. Ok, on va le relancer. Did not finish expected key. 10. Ok, donc on récupère le serveur Mosquito. Zigbee to MQTT s'est relancé. On est toujours sur cette page d'onboarding. Elle est où? Elle était là. 1.17. Ok, device toujours le même. Amber, coordinateur, close Wi-Fi. Ok, on reprend tout comme avant. Et maintenant, on a de nouveau une erreur. MQTT parce que j'ai mis localhost. C'est pas localhost. En fait, le nom qu'on va pouvoir utiliser, ça va être le nom du domaine de l'application que je viens de configurer en fait. Hop. Non, recharge-moi cette page-là. Non, en fait, c'est pas. Attends, j'aurais fait la même connerie. On recharge cette page, mais je ne veux pas renvoyer le formulaire, je veux la requête get. Possible. Ok. Donc je sélectionne l'antenne et maintenant le serveur Zigbee. Le serveur MQTT, il est pas sur localhost, il est sur Mosquito. Parce que c'est le nom qu'on a donné à l'interface et que le serveur DNS va s'y connecter. Bon,
Nouvelle erreur, received frame with CRC error. C'est maximum. Je sais pas si c'est une vraie erreur ou si c'est ça par contre. Bon, alors déjà il répond. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Il répond, mais il nous envoie chier. Et le serveur s'est éteint. Est-ce qu'il écoute sur toutes les interfaces? C'est une question que je me pose. Si je rajoute ça. Ok, bah ça m'a l'air bien là. Ça m'a l'air même très bien. Voyons voir ce qui se passe sur cette page si je la charge une deuxième fois. Non, ça ne peut pas envoyer la requête post. Ah bah voilà, nous sommes bien connectés en fait sur l'interface Zigbee to MQTT en fait, très bien. Alors pour le moment j'ai aucun appareil de connecté forcément. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de connecter la tête thermostatique qui est présente dans mon bureau juste à côté là. Ça peut être pas mal. Du coup, ok, on voit tous les appareils, notifications, recherche avancée, recherche, non, on devrait avoir un bouton d'autoriser l'appairage, ok. Donc là je clique, ok, donc maintenant je suppose que n'importe quel device Zigbee qui va en fait vouloir, attendez je vous le mets comme ça, qui va vouloir en fait se connecter à une interface va pouvoir le faire avec la mienne quoi. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, elle est là. Elle est éteinte, enfin pas éteinte, elle est en veille. Normalement, si je clique dessus, on voit qu'elle est configurée pour avoir une température de 19 degrés. Il me semble que si je la mets au minimum, que j'appuie dessus, c'est ça. Voilà, là maintenant, il cherche un appairage. On va voir si on va... Ok, nickel. Je vais vous montrer ce que ça donne en fait au niveau de mon interface Zigbee to MQTT. Voilà, vous voyez que là, on a connecté en fait ma tête thermostatique. Et là maintenant, il y a un truc intéressant qu'on va pouvoir faire, c'est changer son nom. Donc moi je vais l'appeler en thermostat bureau. Voilà. Et maintenant, on peut normalement voir les différents capteurs qui sont exposés au travers de Zigbee to MQTT. Alors pour savoir les capteurs qui sont exposés, moi ce que j'utilise, c'est la documentation de Zigbee to MQTT. Donc vous allez dans l'interface Zigbee to MQTT, vous cliquez sur le nom du modèle, vous arrivez sur la page en fait qui décrit en fait le composant. Et ensuite, vous voyez en fait les différentes variables qu'il expose en fait au travers de Zigbee to MQTT. Donc là, vous voyez, il y a l'attribut climate avec une petite description qui nous explique comment il fonctionne, l'attribut batterie, comment il fonctionne, child lock si on veut l'activer ou pas. Il y a aussi un état qui permet de savoir si les fenêtres sont ouvertes ou pas. On va faire ça maintenant en fait. On va essayer en fait de récupérer ces données depuis la console. Donc pour ça, il y a un utilitaire qu'on peut utiliser. C'est Mosquito Sub. Mais par contre, Mosquito Sub, son problème, c'est que je ne l'ai pas installé pour le moment. Comment ça s'appelle? Je vais quand même installer du coup Mosquito Client sur mon sur mon hôte. Ok. Et là, moi maintenant, en fait, ce que je devrais pouvoir faire, c'est faire un
mosquito sub. Donc sur l'autre c'est mosquito. Bah l'autre c'est localhost en fait, je crois, puisqu'on fait un binding en fait effectivement sur le port 1883 du localhost. Et ensuite le topic, je vais m'inscrire sur Zigbee to MQTT. Yes, ça veut dire que normalement je vais écouter absolument tout ce qui se passe. Enfin, que je vais récupérer tous les messages Zigbee qui proviennent enfin, qui proviennent sur. Oh là, qu'il y a un truc. Sur l'interface quoi. Je vais mettre ça un peu plus grand. Ouais, ça m'a l'air d'être le contenu total. Ça m'a l'air beaucoup quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hmm. Alors attendez, on va faire autre chose. Parce que je suis toujours en train d'écouter, ouais. On va écouter tout ce qui se passe sur Zigbee to MQTT et ensuite le nom en fait de l'interface que je viens de brancher. Thermostat bureau. Ok. Et on va tenter un truc maintenant, c'est de modifier la température d'activation de la sonde pour voir si on va recevoir une notification de notre côté. Je vais vous repasser sur la vue de mon truc. Donc on va le monter, on va voir si... Ok, on est passé à 21, excellent. Là, il y a eu de la modif. 21.5. Je vous montre ça. D'ailleurs, on entend le bruit horrible qu'elle fait. Il va falloir aussi réparer ce truc, hein. Mais voilà, là nous sommes dans l'interface qu'on avait avant. Donc on peut voir, là, si on récupère la dernière notif, en fait, on voit les différentes valeurs de capteurs. Donc là, en fait, c'est simplement un outil qui nous permet d'avoir une vue un peu plus lisible. C'est pas possible. De, de la valeur en fait raw, on va dire, du JSON que m'a envoyé le capteur, enfin que m'a envoyé la sonde thermostatique. On peut voir finalement que qu'on récupère en fait un objet qui contient ces différentes valeurs. En fait, on a batterie, child lock, external temperature input, donc les différents attributs en fait qui sont spécifiés en fait dans cette documentation là. Si vous voulez savoir précisément à quoi correspond une des valeurs retournées par, par le device dans Zigbee to MQTT, vous pouvez avoir en fait des explications sur la page de Zigbee to MQTT, quoi. Donc là effectivement il y en a pas mal, il faudra voir à quel point en fait toutes ces informations vont être intéressantes. Mais celle qui nous en fait nous importe là, c'était effectivement là le Occupied Heat Setting Point qui est passé à 21.5 en fait. Donc c'était la valeur que j'ai modifiée à la main et la mise à jour en fait a justement entraîné, je pense, la transmission de ce message sur, sur Zigbee quoi. Encore un truc que je vais tester, c'est de modifier maintenant cette température directement depuis la ligne de commande. Donc là maintenant ça serait l'inverse, en fait ça ne serait pas écouter une instruction, mais ça serait d'émettre une instruction. Donc limit of its the following feature, occupied heating setting point, local temperature calibration, system mode running state. Temperature set point to control, publish a message to topic. Set. Ah d'accord, ok, en fait c'est moi qui utilise mal. Ok. Ah, je suis dans quoi là? Ouais, c'est bon. Donc je pense que ce que je dois faire pour pouvoir sub pub, pour pouvoir modifier en fait la température, il faut que je mette à jour en fait l'élément set du la sonde thermostatique et que j'envoie en fait un JSON qui va contenir les différentes valeurs que je veux mettre à jour. Donc là on va dire que je vais mettre 27 degrés, allez. Si j'appuie sur entrée,
Now option. Est-ce que j'ai oublié de tirer M pour dire le message? Set-M. Ok, parce qu'en même temps, tout ça c'est une chaîne. Ok. Il n'y a rien qui s'est passé de visuel. Je vais voir ce qui se passe si je tourne. 27. Ok, bah ça a l'air de fonctionner en fait, hein. Regardez, je vous montre. Hop. Là, je vais le changer maintenant, on est à 27. On va le passer à 30. C'est un véritable sauna. Donc là, en fait, je change l'instruction de la tête thermostatique pour dire que je veux que la température de ma pièce idéale soit 30 degrés. Du coup, si je vais sur ma sonde et que moi je la tourne pour, par exemple, avec le cran, changer la température voulue à 0,5 de plus, vous voyez, ça me la met à 30. Donc la nouvelle instruction a bien été prise en compte. Si maintenant je la change à 25, si je regarde le nouvel état de la sonde, c'est 25. Ok, bon bah, j'ai l'impression que tout fonctionne de façon adéquate, hein. Les sondes peuvent être connectées en fait facilement à mon ordinateur. Je vais pouvoir faire un programme moi-même en fait qui va contrôler plus finement l'ouverture des robinets pour avoir un truc beaucoup plus intelligent que juste du complètement ouvert ou du complètement fermé. Mais on verra ça dans un second. Est-ce que je vais pas... Ah, j'aimerais bien quand même faire encore un truc pour ce soir. On est à combien de temps là d'enregistrement? 1h30. Peut-être faire une nouvelle vidéo pour ça. Mais on verra, ouais, on va faire une nouvelle vidéo. On verra dans un prochain temps comment faire pour mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir contrôler finalement les robinets aussi depuis un téléphone. Parce que là pour le moment on a mis quoi en place en fait? Les sondes thermostatiques sont connectées à mon petit serveur de domotique en Zigbee. Et ensuite là moi j'ai à la main un, un petit shell qui me permet en fait de contrôler les valeurs de mes têtes thermostatiques quoi. C'est pas le truc le plus utile dans la vie de tous les jours quoi. Donc on va voir pour mettre en place un truc un peu plus user-friendly quoi, comme avoir des petites icônes sur le téléphone pour changer les températures ou au moins dire si on veut être en mode chauffage ou pas quoi. Mais on verra ça du coup dans dans une nouvelle vidéo. Du coup en attendant, portez-vous bien et puis je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, salut.